bilan étiologique à une adénopathie cervicale. Ensuite, pour aboutir au traitement, c'est beaucoup d'argent. C'est au minimum 2-3 imageries, un scanner, un bilan biologique, 2 ou 3 consultations pour aboutir ensuite à un traitement antituberculeux. Donc même sur le plan de coût, en matière de coût de santé publique, il faut œuvrer vraiment pour la prévention. Donc, je viens de dire que la tuberculose était donc à l'état presque endémique en Tunisie, puisqu'en 2008, nous avons recensé 59 nouveaux cas, c'est-à-dire une prévalence, 509 nouveaux cas de tuberculose, ce qui est exceptionnel, sans oublier que c'est un chiffre qui est largement sous-estimé, puisqu'il n'y a pas de déclaration automatique. Il faut être honnête, il n'y a pas de déclaration automatique. La courbe bleue que vous voyez en bleu clair, c'est la courbe d'évolution de la tuberculose ganglionnaire. Donc vous voyez qu'en Tunisie, malgré les efforts que vous faites en première ligne, malgré l'apport des médias en matière de lavage des mains, en matière d'hygiène, en matière de soins, nous sommes malheureusement dans une courbe croissante. Donc c'est une pathologie surtout de l'adulte jeune, mais des cas chez les jeunes enfants ont été vus. On a même vu un cas dans le service chez un enfant âgé de 2 ans. Les zones d'endémie restent particulièrement le sud, avec une nette prédominance dans la zone de Mali. Ceci, je parle de la tuberculose ganglionnaire. Allez-y. Les facteurs de risque, bien sûr, restent les antécédents de tuberculose pulmonaire ou autres dans l'entourage, et principalement, dans près de 83% des cas, c'est la consommation de lait cru. Donc, les autres facteurs de risque qu'il faut absolument rechercher quand vous êtes devant une adénopathie cervicale chronique, principalement le diabète et l'insuffisance rénale chronique. Bien sûr, l'infection à VIH, c'est des sujets particuliers. En cas d'éthylisme, d'immunodépression, de cancer ou d'énopathie, nous sommes déjà aux aguets, donc le bilan tuberculeux est systématique, c'est ce genre de patient. Aussi, en cas d'énopathie, on réalise systématiquement la recherche de MECA et systématiquement en cytologie ganglionnaire. Donc, apparaît un ganglion, c'est les sujets sous chimiothérapie en cas d'énopathie maligne et en cas aussi d'absence de vaccination au BCG. Donc, les agents pathogènes, contrairement à la tuberculose pulmonaire, c'est le BK bovis. Allez-y, suivante. Donc, je passe sur le mode de contamination, vous l'avez déjà vu avec Dr. Clip. Donc, laissez cette diapo s'il vous plaît. Je tiens absolument à préciser que le chancre d'inoculation digestive peut exister. Donc, il faut absolument s'acharner à le retrouver à l'examen. Et on réalise systématiquement des endoscopies nasales, des fibroscopies pharyngo-laryngées à tout patient suspect de tuberculose ganglionnaire. Pourquoi? Parce que depuis une dizaine d'années que nous faisons systématiquement les endoscopies, malheureusement, on trouve le chancre d'inoculation, qui est souvent la moelle, et parfois dans la paroi postérieure du pharynx. Bien sûr, je passe des cas où nous avons trouvé des tuberculoses du tube digestif associées, c'est-à-dire des tuberculoses œsophagées associées, ou autres. Allez-y. Donc vous avez là sur l'image un chancre d'inoculation de tuberculose. Donc c'est une lésion qui est bourgeonnante, qui saigne au contact au niveau de la langue. Bien sûr, elle va bénéficier systématiquement d'une biopsie qui va montrer la localisation de la tuberculose. Pourquoi je montre cette diapo? Parce que comme vous l'avez vu avec Dr. Tate, le traitement quand nous avons une tuberculose multiviscérale va différer, va être plus prolongé. Donc il faut absolument avoir après une stérilisation de la porte d'entrée. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la tuberculose ganglionnaire c'est une adénopathie cervicale chronique qui évolue sans porte d'entrée. Dans les meilleurs des cas, on trouvera des signes d'imprégnation. Mais il ne faut pas oublier qu'on peut avoir des signes de compression. J'insiste sur ce fait-là. Pourquoi? Parce que quand vous avez à la consultation quelqu'un qui a une adénopathie cervicale chronique, qui, à votre avis, est plutôt d'origine tuberculeuse, vous n'avez pas encore la preuve. Donc ça ne sert à rien de demander des échographies, il faut demander un scanner cervico-thoracique d'emblée. Parce que là aussi, la durée du traitement va changer et la prise en charge du patient va changer. Et croyez-moi, depuis que nous faisons pas systématiquement, mais chaque fois qu'on a des signes de compression, type dyspnée de décubitus, type dyspnée d'effort, type douleur thoracique, au lieu de demander une échographie cervicale pour préciser les caractères de l'adénopathie, nous demandons systématiquement
un scanner cervico-thoracique. Et malheureusement, depuis 4 ans que nous faisons cette étude, on a trouvé dans près de 2 tiers des cas des adénopathies intestinales associées et des adénopathies rétropharyngées. Donc vous voyez que nous sommes loin dans la prise en charge du diagnostic de la tuberculose pulmonaire et que nous mettons de plus en plus d'argent pour prendre en charge ce genre de patients. Donc tous les aires ganglionnaires cervicales peuvent être touchées. Bien sûr, je tiens à vous dire que pour la chaîne spinale, c'est-à-dire le triangle postérieur, toujours restez vigilants vis-à-vis du cancer du cavum. N'oubliez pas que nous sommes endémiques de cancer du cavum, mes amis. Et que même si vous avez des patients qui sont traités pour tuberculose ganglionnaire, s'il y a un ganglion qui persiste, s'il y a un ganglion qui n'a pas l'air de régresser, il faut toujours faire une endoscopie, toujours vérifier le cavum. Allez-y. Donc la taille, c'est des adénopathies qui sont habituellement inférieures à 4 cm. Le plus souvent, elles sont indolores, mais bien sûr, en dehors de traitement, ces adénopathies vont évoluer vers la fluctuation et la fistulisation. C'est le fameux accès froid. Donc, pour l'examen clinique, il faut absolument faire un examen ORL complet, c'est-à-dire une endoscopie nasopharyngo-laryngique. Aussi bien pour rechercher un chancre d'inoculation que pour rechercher une localisation secondaire. N'oubliez pas que la tuberculose ganglionnaire est une tuberculose extra-pulmonaire, c'est-à-dire que le filtre pulmonaire a été dépassé. Si le filtre pulmonaire a été dépassé, le BK peut se localiser dans les ganglions, mais il peut aussi se localiser ailleurs. Donc, si vous avez la notion d'hématurie, il faut faire la recherche de BK dans les urines. Si vous avez des douleurs abdominales ou des antécédents d'ictère, il faut absolument faire une échographie abdominale. Si vous avez des céphalées, l'APL et le TDM, le scanner cérébral, est indispensable. Et je vous relate le fait récemment, je pense que vous vous rappelez de Thomas Noub, d'une enfant scolarisée issue d'un milieu très favorisé, 12 ans, qui consulte pour adénopathie cervicale, c'est une tuberculose ganglionnaire, la radiothorax est normale, l'examen est strictement normal, elle prend son traitement, elle vient à J10 avec fièvre à 40 céphalées, on s'est dit que c'est un effet secondaire. Bien sûr, on arrête tous les médicaments, on l'hospitalise, eh bien, body scan, elle a une localisation méningée et elle a malheureusement une localisation pulmonaire. Donc, si le filtre pulmonaire a été court-circuité, le BK peut se localiser là où il veut, aussi bien dans les ganglions que dans les viscères. Donc, avant de démarrer le traitement, l'examen clinique, je dis bien clinique, doit être systématique et complet. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à demander une image. La prise en charge est différente, le traitement est débuté en milieu hospitalier, il est beaucoup plus prolongé, il y a beaucoup plus de vigilance. Donc, croyez-moi, ça arrive à tout le monde. Même dans notre pool de médecins à l'hôpital, nous avons plusieurs cas de tuberculose ganglionnaire. Donc, nous sommes loin d'être à l'abri. Allez-y. Donc, bien sûr, sur l'NFS, on a la fameuse lymphocytose, mais qui n'est pas fréquente. L'IDR à la tuberculine, elle oriente, mais il y a beaucoup de faux négatifs. La radiothorax est systématique, l'écho-cervical est systématique, et bien sûr, la cytologie ganglionnaire, c'est elle actuellement qui détrône de loin la cervicotomie. Je vous rappelle encore le programme national qui est en cours. Nous faisons systématiquement des cervicotomies pour essayer d'isoler le BK, pour avoir surtout un antibiogramme et essayer de voir quel est le profil du BK bovis que nous avons dans le pays. Allez-y. Donc l'échographie, elle est systématique, elle va nous préciser la taille, le siège et le nombre, parce que bien sûr, avant l'arrêt du traitement, on aura besoin d'une écho cervicale qui, je dirais, pas normale, mais au moins on aura des ganglions qui sont infracentimétriques. Si nous avons des ganglions infracentimétriques au 6e mois du traitement, nous sommes en droit d'arrêter le traitement. Allez-y. Vas-y, on va passer sur les caractères échographiques de... Bien sûr, laissez cette diapo. Donc vous voyez, si vous avez le pointeur, je vais vous montrer la petite rétropharyngée. Vous voyez l'image de l'enfant dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'est une adénopathie cervicale qui est nécrosée avec une énorme densité que vous voyez sur le scanner. Donc il signe le caractère nécrosé du ganglion. Donc ça évoque la tuberculose, bien sûr.
Mais aussi, vous voyez sur le scanner une adénopathie rétropharyngée. Donc c'est le fameux ganglion Gilet. Bon, heureusement, il n'a pas une lésion rachidienne associée, mais le mal de Potte aussi n'est pas exclu dans ce genre de situation. Donc dans ce genre de cas, si on n'a pas fait de scanner, on n'a jamais vu l'image, cette image. Et dans ce genre de situation, c'est un enfant qui avait une dysphagie, qui avait un léger torticolis qui était intermittent. Donc bien sûr, l'imagerie dans ce genre de cas est indispensable. Donc l'IRM a une place limitée. Donc laissez encore cette diapo. Je tiens à vous rappeler qu'une adénopathie nécrosée n'est pas forcément tuberculose. Donc on a eu aussi récemment un cas où l'adénopathie était nécrosée, tout était en faveur de la tuberculose, linéaire et fitellulaire. On a même eu une cytologie qui était en faveur du cas. Mais la cervicotomie, qu'on le faisant systématiquement depuis 4 ans maintenant, on a trouvé que c'était un lymphome. Donc n'oubliez pas que l'association pathologie maligne et tuberculose est tout à fait possible, et avec les hémopathies, elle est fréquente, puisque les hémopathies vont déprimer l'immunité cellulaire, donc vont favoriser l'éclosion de cette tuberculose qui peut être décaissante. Donc restez vigilants, restez toujours vigilants, c'est le mot de passe. Quand vous avez une adénopathie cervicale chronique qui est tuberculeuse, il faut rester vigilant à 2 titres. Tout d'abord, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une pathologie maligne associée, je dis bien jamais, et que la tuberculose ganglionnaire va être très difficile à traiter, parce qu'on a beaucoup d'échappements thérapeutiques, et aussi beaucoup de ce qu'on appelle réaction paradoxale. Souvent, au début du traitement, on a une poussée inflammatoire très importante, la peau devient rouge, avec une fistulisation, et dans ce genre de situation, malheureusement, on est dépourvu, on ne peut rien faire, que continuer le traitement médical. Parce que le traitement chirurgical dans ce genre de situation, c'est un traitement qui est difficile, qui est très délabrant. Il y a beaucoup de nerfs dans le triangle postérieur, particulièrement le nerf spinal. On ne va pas s'amuser à sortir les malades avec des bras tombants, parce qu'il a une tuberculose ganglionnaire. Et si vous voyez la littérature internationale, particulièrement anglo-saxonne, à un certain moment, pour les réactions paradoxales, on donnait des bolus de corticoïdes. Pour diminuer, c'est-à-dire l'explication de cette réaction paradoxale, c'est une réaction immunitaire très importante réagissant au traitement antituberculeux. Donc pour supporter cette réaction immunitaire, on propose une corticothérapie pendant environ 1 mois pour ne pas passer ce cap-là. Mais on a essayé une fois, mais franchement, c'est pas évident de mettre quelqu'un de tuberculeux sous corticoïde. Pourquoi? Parce qu'on ne peut jamais avoir un screening complet de l'organisme. Ce fameux BK, on le trouve difficilement, il peut être quiescent. Donner un bolus de corticoïde qui vous dit qu'il n'a pas autre chose ailleurs. C'est ça le problème. Donc on a essayé chez 2 patients, mais après le consensus dans le service, c'est d'opter pour la chirurgie, même si elle est délabrante, et même s'il va y avoir une balafre, mais ne pas opter pour un bolus de corticoïde. Allez-y. Donc l'IDR à la tuberculine, n'oubliez pas, dans l'IDR à la tuberculine, que certaines viroses vont entraîner une anergie tuberculinique. C'est pas parce que l'IDR est négatif qu'il n'y a pas de tuberculose. Quelqu'un qui vient d'avoir une infection à EBV ou qui a un HIV va avoir une IDR qui est négative. Aussi bien quelqu'un qui a une maladie de Hodgkin, vous savez très bien que la maladie de Hodgkin entraîne une anergie tuberculinique. Donc IDR oui, si elle est positive c'est tant mieux, si elle est négative ça ne veut rien dire. Vas-y. Suivant. Oui. Donc, ce qui est intéressant, c'est les tests immunologiques in vitro. C'est surtout le quantiférat. Donc, c'est important parce que la spécificité et la sensibilité sont quand même considérables, presque de 87% des cas. Et le test spot test, il est aussi intéressant parce que la sensibilité est de 95% des cas. Et vous imaginez beaucoup de ces tests-là. Donc, on a recours au quantiférant surtout quand on a des problèmes de diagnostic. Surtout quand on a une adénopathie cervicale dans un contexte de pathologie tumorale associée et qu'on va démarrer une chimiothérapie, qu'on n'est pas sûr du diagnostic, ou surtout quand on a une tuberculose, une localisation insolite comme une tuberculose de l'oreille moyenne par exemple. Donc les avantages, c'est surtout la rapidité du résultat, du résultat. Bien sûr, l'inconvénient majeur reste le prix qui est très onéreux et le transport, parce que
c'est pas évident d'avoir un transport rapide au laboratoire tout le temps, dans un conteneur réfrigéré. Allez-y. Donc au total, pour nous résumer, le diagnostic de tuberculose ganglionnaire va reposer sur des critères cliniques et radiologiques qui sont loin d'être spécifiques. De toujours garder à l'esprit qu'on peut être devant une métastase ganglionnaire ou devant une hémopathie. Les tests immunologiques ne permettent pas de poser le diagnostic. Et donc, le gold standard dans la tuberculose ganglionnaire, bien sûr, reste la ponction cytologique et bien sûr, en fin de course, l'analyse de la pièce opératoire. Donc maintenant, la ponction cytologique est bien codifiée pour faire le diagnostic de tuberculose. C'est une cytologie qui se fait à l'aiguille fine pour éviter la fistulation secondaire. On fait plusieurs passages pour avoir un matériel qui est riche. Et dans les cas où on ne peut pas faire une échographie clinique, on fait une échographie écho-guidée. C'est ce que nous faisons dans le service depuis plus de 5 ans maintenant, avec l'étude nationale depuis 4 ans. Allez-y, donc vous voyez ici la ponction cytologique. On fait plusieurs passages pour avoir un matériel riche. Vas-y. Il faut un séchage à cœur libre, une coloration particulière bien sûr pour MGG, une coloration de ZIL. Bon, il y a des contre-indications à la cytologie ganglionnaire, c'est surtout les troubles de l'hémostase. Les troubles de l'hémostase qui ne sont pas maîtrisés. Parce qu'on vient de voir un patient de Clédelier récemment qui est sous héparie. Il n'y a pas de souci, on peut faire une ponction cytologique. S'il y a un problème, on fait une compression. Donc la difficulté reste surtout chez l'enfant. Les éléments caractéristiques de la tuberculose, il faut non seulement avoir le fameux granulome tuberculoïde, mais il faut absolument avoir la nécrose centrale et le caséum, sinon on ne peut pas conclure à la tuberculose ganglionnaire. Parce que bien sûr, il y a les autres pathologies ganglionnaires qui donnent des granulomes. Allez-y. Donc il y a des faux négatifs, bien sûr, quand le ganglion n'est que partiellement atteint. Et des faux positifs quand il y a des granulomes sans nécrose caseuse. Vous le savez très bien, la sarcoïdose donne des granulomes épithéliaux. La lèpre que nous voyons encore, je dis bien encore, que nous voyons qui est loin d'être exceptionnelle, et certaines réactions immunoallergiques médicamenteuses. Donc, une fois nous avons le diagnostic de tuberculose ganglionnaire sur la cytologie avec un examen ORL complet qui élimine une cause tumorale, on est en droit de commencer le traitement. Et ce que nous faisons actuellement, et ce que je vous invite à faire, c'est d'envoyer tous les patients qui présentent une tuberculose ganglionnaire, bien sûr, à un service ORL, pour pouvoir faire un prélèvement pour isoler ce fameux BK bovis et avoir quand même un profil bactériologique. Parce que nous avons beaucoup de résistance, nous avons un taux de résistance qui est près de 30%, on a une étude qui n'est pas encore sortie, mais en gros, actuellement environ nous avons presque 30% de résistance. Soit d'échappement au traitement parce qu'il y a une résistance, soit parce qu'il y a un BK bovin qui est d'emblée résistant. Donc chaque fois qu'il n'y a pas une réponse claire au traitement, ou chaque fois que, même si le traitement a été démarré, on n'est pas sûr du diagnostic, il ne faut pas hésiter à passer à la cervicectomie. Croyez-moi, ce n'est pas évident de laisser un patient pendant 1 an et demi sous traitement antituberculeux, alors qu'en fin de compte, c'est un lymphome. Et c'est arrivé, ce n'est pas exceptionnel. Donc, on fait une étude bactériologique classique, allez-y, et c'est l'étude qui est en cours de l'ECC. Donc, le problème dans la tuberculose, c'est la culture, c'est la mise en culture, l'antibiogramme. La mise en culture qui dure environ 4 semaines, et l'antibiogramme qui dure 4 à 6 semaines. En venant d'avoir encore dans ce contexte-là un patient d'un certain niveau, un professeur universitaire qui a des tuberculose ganglionnaire et qui a accepté de se faire la cervicectomie malgré le diagnostic, et heureusement, au bout de 3 mois, on a isolé le BK, c'est un BK bovis qui est multirésistant. Bien sûr, quand on
n'a pas de diagnostic, il faut avoir recours à l'amplification génique, qui est la meilleure technique pour retrouver l'ADN et conclure, poser le diagnostic sans hésitation de tuberculose ganglionnaire. Vas-y, passe, c'est la meilleure sensibilité. Donc au total, c'est une étude cytologique et bactériologique non que de valeur, que s'ils sont positifs. Il faut retenir, chaque fois que le résultat est négatif, ou chaque fois où vous avez l'impression qu'il n'y a pas une bonne réponse, il faut passer directement à la cervicotomie. Donc la cervicotomie, bien sûr, c'est des règles chirurgicales de cervicotomie, parce que quand on ouvre, dans le meilleur des cas, il faut faire un curage ganglionnaire. Ce n'est pas une cervicotomie diagnostique, c'est une cervicotomie thérapeutique. Donc il faut essayer d'enlever le maximum de ganglions avec le minimum d'effets secondaires. Ce qui n'est pas évident, comme vous voyez ici au niveau du triangle, montre avec le pointeur, l'axe du glucarotidien, le nerf spinal en arrière, sur la photo du bas, voilà, le nerf spinal en arrière, et bien sûr, donc c'est un territoire qui est richement innervé, richement vascularisé. On peut avoir recours à la chirurgie pour une maladie dans le traitement et médical. Ce n'est pas toujours évident à accepter par le malade, et encore moins par le chirurgien. Parce qu'on se retrouve avec des curages ganglionnaires excessifs, avec des balafres terribles, des séquelles esthétiques et parfois neurologiques, pour une maladie qui doit, dans le traitement, doit être médicale. Vas-y, passe. Donc la tuberculose, malheureusement, elle reste endémique. La taille ganglionnaire est dans une courbe de croissance dans la prévalence qui est inquiétante. Et le BK bovin plus impliqué. Je tiens à insister à dire que pour le BK bovin, bien sûr, c'est l'ingestion de lait cru, de fromages qui ne sont pas cuits, mais aussi n'oubliez pas la transmission manuelle. N'oubliez pas la transmission manuelle, même dans les grandes surfaces. Les cas que nous avons isolés il y a 5 ans, c'était de grandes surfaces. Donc, le lavage des mains reste la meilleure prévention. Toujours se laver les mains. Dites à vos enfants de bien se savonner les mains avant de manger n'importe quoi. Les cas que nous avons eus, surtout de tuberculose ganglionnaire résistante, c'est des patients qui sont d'un milieu urbain, qui s'alimentent à partir de grandes surfaces, qui malheureusement ont été contaminés. Je vous remercie. Et là aussi, donc on peut les faire, il n'y a pas de souci. Bien sûr, ça existe. Ah, je ne sais pas, 200 dinars environ. 220, 120, 120. C'est gérable. Les patients, quand on a un souci diagnostique, c'est gérable. Mais le tout est d'isoler le PK, parce que si on isole le PK, nous sommes sauvés. Même si l'antibiogramme arrive après 3 mois que vous avez des résistances, et il va se localiser dans les ganglions. C'est ce temps de latence, il peut durer des années. Non. Par inhalation, il peut être aussi par inhalation. Donc là, le PK humain, ou le PK bovin, il nage par inhalation, il traverse le filtre pulmonaire, il échappe au filtre pulmonaire, la diapo que j'ai mis au début. Ensuite, il va se localiser au niveau des ganglions. Mais actuellement, on a une éclosion anormale de PK bovin, depuis qu'on essaie de l'isoler. Et ça, c'est quoi? En général, il y a un Hamoud qui dit Ersachidi, Massaja, Masra, trouvez les machines, d'accord, les machines, je paye. Mais c'est n'importe quoi. Le tout, c'est de laver les produits, de bien se laver les mains. Et si vous avez vraiment envie de prendre de lait de vache cru, le faire bouillir pendant 20 minutes et encore. Parce que ce que nous prenons à la maison, c'est du UHT, ultra haute température. Stérilisé à ultra haute température. Je ne dis pas la suite de la phrase. Malgré ceci, donc, tout ce qui est fromage cru, dont vous ne connaissez pas l'origine, il faut éviter. Par exemple, dans la tuberculose ganglionnaire, c'est le BK bovin, ce n'est pas le BK humain, c'est autre chose. Et vous savez, une vache, combien ça coûte? Une vache, ça coûte plus de 5 000 dinars.
Et quand on fait le diagnostic de BK et qu'on fait le dépistage qu'on envoie, c'est l'abattage systématique. Qui a une vache malade et qui va la donner à l'abattage? C'est fou, c'est toute une vie qui va. Alors, même ceux qui ont des vaches malades, on va trouver des foyers fériés, et la vache en ramilé ou chez nous, on n'arrive pas à la trouver. La cache. Vous allez tuer la vache après. Mais je suis chérie.